Pour introduire cette présentation, je vais commencer par une petite métaphore. Je voudrais qu'on regarde les règlements comme une partition de musique, comme une œuvre musicale dont l'orchestre est composé de fabricants, d'importateurs, de distributeurs, d'organismes notifiés, d'autorités et de commissions européennes. Et chacun de ces opérateurs doit jouer sa partition, son morceau de partition. Et pour ça, il doit connaître et maîtriser parfaitement sa propre partition. Par contre, pour pouvoir jouer tous ensemble, il faut aussi connaître la partition du voisin, de celui avec qui on doit jouer, de celui avec qui on doit se coordonner. Alors, cette présentation, ça va être un petit focus sur un morceau de cette partition qui est le règlement, hein, parce que sinon on aurait pris la journée entière pour vous parler. C'est un morceau qui se joue à deux essentiellement, l'organisme notifié et le fabricant. On est donc parti sur une présentation du processus de certification dans lequel ces deux intervenants vont être les principaux acteurs. Alors, comme vous le savez, les règlements, l'un des objectifs des règlements, hein, c'est de renforcer la supervision des organismes notifiés, renforcer l'harmonisation entre les organismes notifiés, comme l'a précisé Françoise Schlemmer, mais aussi renforcer les procédures d'évaluation. Si bien qu'aujourd'hui, dans les règlements, on a des informations très précises sur le déroulement du processus d'évaluation de la conformité et de certification que doivent suivre ces organismes notifiés. Par contre, ils ne sont pas tout seuls à suivre ce processus. Les demandeurs de certification, hein, dont vous êtes, doivent aussi suivre ce processus. On a donc prévu de vous présenter les différentes étapes du processus de certification que nous devons suivre, tout en mettant en exergue les principales nouveautés ou modifications introduites par le règlement versus les directives. Voilà, donc là c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, les différentes étapes avec une comparaison règlement versus directive, et la balance est orientée dans le bon sens, vous l'aurez compris, les règlements ont un poids nettement plus important que ne l'ont les directives dans la façon dont doit se dérouler ce processus. Toujours pour vous représenter une petite différence entre les directives et les règlements, on avait dans les directives quelques prescriptions, quelques dispositions, mais relativement limitées, hein, sur comment doit se dérouler le processus d'évaluation de la conformité et de certification. Avec les règlements, la proportion du schéma est un peu sous-estimée à mon avis, hein, mais on a de nombreuses indications sur ce que nous devons faire en tant qu'organisme notifié, ce que doit faire le fabricant aussi, hein, en tant que fabricant préalablement à la mise sur le marché. Et donc on a une proportion, je dirais, de dispositions significatives et surtout très précises. Et lorsqu'elles ne sont pas encore très précises, de toute façon, il est prévu qu'elles soient précisées par d'autres textes qui sont en cours d'élaboration dans les différents groupes de travaux dont vous a parlé Françoise. La situation n'est pas figée, ça vous l'aurez comprise. Donc là, on va vous faire un état des lieux à date, hein, des informations que nous avons et dont nous avons l'assurance qu'elles vont s'appliquer. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'objectif est bien de voir quel impact cela va provoquer sur la relation entre le fabricant et l'organisme notifié et la coordination qu'il sera nécessaire de mettre en place pour assurer un processus de certification harmonieux. Donc notre présentation va suivre les différentes étapes du processus, et puis je vais laisser la parole à Yann qui va vous présenter étape par étape toutes ces prescriptions auxquelles nous devons répondre, ainsi que les nouveautés apparaissant dans ce règlement. Alors merci Béatrice pour cette introduction. Donc,
Bonjour à tous, donc je vais vous parler du processus de certification selon le règlement relatif aux dispositifs médicaux ainsi que le règlement relatif aux dispositifs de diagnostic in vitro. Donc il faut savoir que ce processus se compose de 6 étapes qui sont toutes détaillées précisément dans l'annexe 7 du règlement. Donc parmi ces étapes, on retrouve premièrement les activités préalables à la demande, suivies d'un examen de la demande. Ensuite, on retrouve les activités d'évaluation de la conformité, qui se composent de la vérification du produit qui peut être réalisée selon 3 modalités différentes, à savoir une évaluation de la documentation technique, un examen de type ou encore une vérification par contrôle et essai de chaque produit. À cette vérification du produit, il peut être ajouté une seconde activité en fonction de la procédure d'évaluation de la conformité donc retenue par le fabricant et qui concerne l'audit du système de gestion de la qualité. Ensuite, suite à ces activités d'évaluation de la conformité, on va retrouver un examen final suivi d'une prise de décision et potentiellement d'une émission d'un certificat. Et suite à l'émission de ce certificat, on retrouvera les activités de surveillance et de contrôle après certification, suivies, là encore, d'une potentielle recertification. Donc, au cours de cette présentation, on va passer en revue chacune de ces étapes, en veillant à définir quels sont les objectifs qui sont attendus au travers chacune de ces étapes. On va aussi préciser les activités à la fois que le fabricant et l'organisme notifié doivent réaliser au cours de chacune de ces étapes, et on mettra en lumière les nouveautés apportées par le règlement par rapport au processus de certification tel qu'on le connaît sous directive. Pardon. Donc, l'étape numéro 1 s'intitule les activités préalables à la demande de certification. Donc, l'objectif de cette étape est de permettre à l'organisme notifié de fournir au fabricant un devis pour l'évaluation de la conformité de ses dispositifs. Donc, le fabricant va renseigner plusieurs formulaires afin de fournir à l'organisme notifié des informations sur le périmètre de sa demande, c'est-à-dire sur son organisation, ses activités, ainsi que les produits pour lesquels il souhaite obtenir un certificat de marquage CE au titre du règlement. L'organisme notifié va ensuite intervenir pour réaliser une vérification préliminaire des informations pour s'assurer que les activités et les produits du fabricant s'inscrivent bien dans le champ de désignation de l'organisme notifié, que les produits du fabricant relèvent bien du règlement concernant les dispositifs médicaux ou celui concernant les dispositifs de diagnostic in vitro, et que la classification des dispositifs a correctement été établie par le fabricant. Donc, suite à la vérification de ces 3 paramètres, qui sont donc effectués par rapport à des informations transmises par le fabricant, qui sont des informations de type déclarative, l'organisme notifié va pouvoir remettre au fabricant un devis correspondant à une évaluation spécifique de la conformité. Donc là, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de différence significative par rapport au processus de certification sous directive, même si actuellement dans la directive cette étape n'est pas explicitement mentionnée. C'est une pratique courante que la majorité des organismes notifiés ont l'habitude de mener. Et donc, afin de passer à la deuxième étape qui constitue l'examen de la demande, le prérequis indispensable est bien entendu que le fabricant accepte le devis qui lui a été transmis par l'organisme notifié. Donc, après acceptation de ce devis, on arrive donc à l'examen de la demande, dont l'objectif est de valider la demande officielle de certification du fabricant. Donc, pour ce faire, le fabricant va devoir déposer une demande officielle de certification qui comprend le contrat de certification avec l'organisme notifié signé, contrat qui aura bien entendu été adapté à la procédure d'évaluation de la conformité retenue par le fabricant. Ensuite, il devra fournir la documentation relative à son système de gestion de la qualité et une description des procédures requises par la procédure d'évaluation de la conformité. Et ensuite, le troisième point, le point peut-être le plus important de cette demande, est la documentation technique complète pour tous les dispositifs médicaux de classe 3 et 2B implantables et pour tous les dispositifs de diagnostic in vitro de classe D, classe C et B d'autodiagnostic, de diagnostic compagnon et de diagnostic près du patient. Concernant les dispositifs de classe 2B et 2A et les dispositifs de diagnostic in vitro de classe B et C,
La documentation technique complète sera attendue uniquement pour les dispositifs sélectionnés par l'organisme notifié selon un plan d'échantillonnage. Donc, avant de vous préciser les activités que l'organisme notifié va devoir réaliser au cours de l'examen de la demande, on va en profiter pour faire un petit focus sur les règles d'échantillonnage. Donc, pour rappel, les dispositifs médicaux de classe 3 et 2B implantables, ainsi que les dispositifs médicaux de diagnostic de classe D, classe C et B d'autodiagnostic, diagnostic compagnon, ainsi que diagnostic près du patient, il n'y a pas d'échantillonnage possible. C'est-à-dire que l'organisme notifié a l'obligation d'évaluer la documentation technique de chaque dispositif pour pouvoir délivrer un certificat de conformité au titre du règlement. Concernant les classes de dispositifs de 2B ou C, ou les classes de dispositifs 2A ou B, l'échantillonnage est possible. Et pour effectuer une évaluation, au cours de l'évaluation initiale, l'organisme notifié devra évaluer au moins un dispositif représentatif par groupe générique pour les classes 2B ou C. Et au cours des évaluations qui auront lieu pendant la surveillance, c'est-à-dire pendant la période de validité du certificat, tous les groupes génériques doivent être évalués. Concernant les classes de dispositifs 2A ou 2B, ce sont pour l'évaluation initiale au moins un dispositif représentatif par groupe générique, et pour l'évaluation au cours de la surveillance, toutes les catégories doivent être évaluées. Donc, les exigences que je viens de mentionner sont les exigences extraites du règlement. Et actuellement, le MDCG travaille à la rédaction d'un guide à l'attention des organismes notifiés concernant l'échantillonnage de la documentation technique. Dans la dernière version du projet de guide que GMED a pu consulter, des dispositions étaient précisées concernant l'échantillonnage, et notamment le fait qu'au cours de l'évaluation de la surveillance, c'est 15% des dispositifs de chaque groupe qui devront être évalués pour les dispositifs de classe 2B ou C, et 15% des dispositifs de chaque catégorie pour les dispositifs de classe 2A ou B. Et l'information qui est peut-être la plus attendue et la plus importante que l'on a pu retrouver dans ce projet de guide concernant l'échantillonnage de la documentation technique concerne la définition des termes de groupe générique et catégorie. Donc, il serait donc entendu que par groupe générique, cela correspond au 4e niveau de la nomenclature italienne pour les dispositifs médicaux et au 3e niveau de la nomenclature italienne pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Ça pour les classes 2B ou C. Concernant les classes 2A ou B, la catégorie correspondrait au code de désignation MDA, MDN pour les DM, ainsi que les codes de désignation IVR pour les DM DIV. Donc il faut être vigilant avec ces informations, notamment celles qui proviennent du projet de guide du MDCG, car elle se base sur un projet de guide et il n'y a pas encore de version définitive, donc potentiellement ces informations peuvent encore varier. Donc une dernière précision sur les règles d'échantillonnage pour vous lister tous les critères qualitatifs que les organismes notifiés vont devoir prendre en compte pour sélectionner les dispositifs soumis à échantillonnage. Donc parmi ces critères, on retrouvera la destination du dispositif, le degré de nouveauté de la technologie utilisée par le dispositif, ainsi que les risques associés à l'utilisation prévue du dispositif, la gamme de produits mis sur le marché par le fabricant. On retrouvera aussi les similitudes dans la conception, la technologie, la fabrication et les méthodes de stérilisation, la complexité des technologies de fabrication des dispositifs, les classes de dispositifs produits par le fabricant, ainsi que toutes les informations disponibles issues de la surveillance après commercialisation et des résultats de toute évaluation antérieure réalisée conformément au règlement. Donc, suite à ce focus sur les règles d'échantillonnage, on va retourner aux activités que doit réaliser le fabricant au cours de l'examen de la demande de certification. Donc, après réception de la demande du fabricant, l'organisme notifié va examiner cette demande officielle de certification et il va s'assurer notamment du caractère complet de cette demande. Est-ce que la documentation technique fournie par le fabricant est complète? Est-ce que tous les documents relatifs au système de gestion de la qualité qui sont attendus en fonction de la procédure d'évaluation de la conformité choisie par le fabricant sont bien présents? Il devra aussi confirmer que les produits couverts par la demande sont des dispositifs et que leur classification est correcte.
confirmer que la procédure d'évaluation de la conformité retenue est applicable au dispositif, s'assurer de sa capacité à évaluer la demande sur la base de sa désignation, et il devra également s'assurer de l'existence des ressources suffisantes et appropriées. Donc cette dernière exigence, elle nécessite l'intervention d'un clinicien interne qui va devoir déterminer le profil requis pour évaluer l'évaluation clinique des dispositifs médicaux ou l'évaluation des performances pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, et ce pour chaque documentation technique à évaluer. Et il faut savoir que derrière le terme de clinicien interne, le règlement attend que la ressource employée en tant que clinicien interne soit une personne titulaire d'un doctorat en médecine. Ensuite, l'organisme notifié va statuer sur la recevabilité de cette demande et il devra notifier dans EDAMED tout rejet ou retrait de cette demande. Donc pour conclure sur l'examen de la demande de certification, qui est une nouvelle étape dans le processus de certification qui est apporté par le règlement, on retiendra donc que dès la demande, le fabricant doit être en mesure de transmettre à l'organisme notifié plusieurs documents relatifs à son système de gestion de la qualité, ainsi que la documentation technique complète pour certaines classes et catégories de dispositifs. L'organisme notifié devra systématiquement faire intervenir un clinicien interne pour chaque demande de certification, ce qui implique des exigences, enfin renforcement des ressources au sein de l'organisme notifié. Et le rejet et le refus de la demande sera notifié dans un DAMED, donc potentiellement accessible au grand public. Ensuite, il faut avoir bien en tête que l'examen de la demande ne constitue pas une évaluation de la conformité, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de non-conformité qui seront émises au cours de cette étape. Ensuite, on arrive à l'étape numéro 3, donc les activités d'évaluation de la conformité. Donc l'objectif est bien sûr de s'assurer que les exigences des annexes 1, 2, 3 et les dispositions applicables des règlements sont respectées. L'organisme notifié va donc, quelle que soit la classe et le type de dispositif, évaluer la documentation technique avec la même profondeur et selon les mêmes méthodes. Donc c'est-à-dire que pour un dispositif de classe, par exemple, pour un dispositif de classe 2A invasif et pour un dispositif de classe 3 implantable, la méthodologie d'évaluation sera la même. Ensuite, les résultats de cette évaluation seront documentés dans un rapport d'évaluation et non plus dans un rapport d'audit comme c'est le cas actuellement pour les classes 2A et 2B. Ensuite, l'évaluation de la documentation technique sera réalisée en amont de l'audit afin que les données de sortie de cette évaluation puissent implémenter le plan d'audit. La dernière nouveauté concerne les dispositifs de classe 3 et implantables, et notamment les dispositifs diagnostiques in vitro de classe D et C, pour lesquels l'organisme notifié devra valider le résumé des caractéristiques de sécurité et de performance clinique, ou le résumé des caractéristiques de sécurité et de performance pour les dispositifs de diagnostic in vitro. Donc, suite à cette étape d'évaluation de la conformité, on a une quatrième étape qui concerne l'examen final, la prise de décision et la certification. Donc l'objectif de cette étape est de vérifier la complétude des rapports d'évaluation de la conformité et de prendre une décision finale concernant la certification. Donc on va retrouver une première activité qui concerne l'examen final, pour laquelle l'organisme notifié va devoir vérifier que l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision sont disponibles et complets, et vérifier qu'il n'y a aucun cas de non-conformité auquel il n'a pas été remédié et qui empêche la délivrance du certificat. Ensuite, au cours de cet examen final, il est nécessaire de faire intervenir un clinicien interne qui va devoir vérifier l'évaluation de l'évaluation clinique ou l'évaluation de l'évaluation des performances réalisées par l'organisme notifié. Il devra émettre un jugement clinique sur cette évaluation et émettre une recommandation pour la décision de certification, une recommandation sur la partie clinique. Donc là encore, l'obligation de faire intervenir un clinicien interne est une nouveauté apportée par le règlement. Donc suite à cet examen final, on arrive à l'étape de décision, au cours de laquelle l'organisme notifié va prendre une décision concernant la certification. Il devra pour chaque décision fixer des échéances pour l'examen de l'évaluation clinique
ou l'examen de l'évaluation des performances. Il devra également décider si des conditions ou dispositions particulières doivent être définies pour la certification. Et une nouveauté, là encore, fixer une durée de certification n'excédant pas 5 ans. C'est-à-dire que la durée de certification ne sera pas systématiquement de 5 ans. C'est-à-dire pour chaque décision, l'organisme notifié devra se positionner par rapport à la classe du dispositif, la nouveauté du dispositif, ainsi que les résultats de l'évaluation clinique et les résultats de l'évaluation du dossier de gestion des risques pour définir une durée de certification. Donc, suite à cette prise de décision, on arrive à l'étape de certification. Donc, l'organisme notifié va informer le fabricant des résultats de l'évaluation ainsi que de la décision. Il va délivrer ou non un ou des certificats au fabricant. Et il devra introduire les résultats de l'évaluation ainsi que de la décision dans EUDAMED. Ensuite, il devra déposer le ou les certificats ainsi que les documents associés, comme le SSIP par exemple, dans EUDAMED. Donc, pour conclure, je ajouterai une précision, c'est qu'au cours de l'étape de l'examen final et de la prise de décision, il faut que les personnes qui interviennent au cours de ces deux étapes soient différentes que les personnes ayant réalisé les évaluations. C'est-à-dire un clinicien interne qui procéderait à l'évaluation de l'évaluation clinique ne pourra pas être le même qui interviendra au niveau de l'examen final. Maintenant, nous allons passer à l'étape numéro 5. Donc, après l'émission d'un certificat, on arrive aux activités de surveillance et contrôle après certification. Donc, l'objectif étant de s'assurer que les dispositifs approuvés sont conformes aux exigences du règlement et que le fabricant remplit correctement les obligations du système de gestion de la qualité approuvé, le cas échéant. Donc, pour le fabricant, cela implique de tenir à jour la documentation technique des dispositifs couverts par le ou les certificats, de maintenir et mettre à jour son système de gestion de la qualité, bien évidemment, et les deux nouveautés sont de communiquer les rapports de vigilance à l'organisme notifié et de communiquer périodiquement à l'organisme notifié le PSUR pour les dispositifs de classe 3 et implantables. Donc, je ne vais pas m'étendre sur ces deux sujets car des présentations sont prévues cet après-midi. Ensuite, la dernière activité du fabricant va être l'obligation de présenter pour approbation préalable les projets de modification selon les dispositions de l'annexe d'évaluation de la conformité qui lui est applicable. Ensuite, les activités de l'organisme notifié au cours de cette étape. Alors là, il faut distinguer deux types d'activités. Donc, il y a des activités qui vont être indépendantes de la classe du dispositif ainsi que du type de dispositif que le fabricant que l'organisme notifié a évalué et qui vont donc concerner, qui vont avoir pour objectif d'examiner les ressources pertinentes des données scientifiques, cliniques et d'informations après commercialisation en rapport avec l'ensemble du champ de la désignation de l'organisme notifié. Et le deuxième point qui va concerner l'examen des données issues de la vigilance en lien avec les dispositifs pour lesquels l'organisme notifié a délivré un certificat. Ensuite, on va retrouver les activités qui vont dépendre de la procédure d'évaluation de la conformité appliquée ou de la classe du dispositif, de la classe et du type de dispositif. Donc, en fonction de l'évaluation de la conformité appliquée, l'organisme notifié va réaliser un audit de surveillance au moins tous les 12 mois. Donc là, il y a une différence notable avec le process de certification selon les directives, parce qu'actuellement, sous les directives, l'organisme notifié réalise un audit de surveillance au moins une fois par an. Et là, on passe sur un modèle calendaire, donc tous les 12 mois. Ensuite, l'organisme notifié devra réaliser un audit inopiné au moins tous les 5 ans et évaluer, bien entendu, les projets de modification qui leur ont été notifiés par le fabricant. Ensuite, en fonction de la classe et le type de dispositif, donc pour les dispositifs de classe 3 et implantables ou les dispositifs de diagnostic in vitro de classe C et D, l'organisme notifié va évaluer périodiquement les PSUR. Et pour les dispositifs de classe 2B et 2A ainsi que pour les dispositifs de classe C et B, l'organisme notifié va évaluer tous les 12 mois la documentation technique selon le programme d'échantillonnage qui aura été établi par l'organisme notifié. Maintenant, on arrive à la dernière étape, donc l'étape de recertification. Donc, il faut distinguer deux objectifs différents. Le premier va
deux objectifs différents qui vont dépendre du type de certificat émis par l'organisme notifié. Donc tout d'abord, le renouvellement des certificats d'évaluation de la documentation technique et d'examen UE de type. Donc pour le renouvellement de certificat, le fabricant devra présenter un résumé des modifications et des données scientifiques récentes concernant le dispositif couvert par le certificat. Donc la liste des informations à transmettre sont mentionnées explicitement au sein de l'annexe 7 des règlements. Et l'organisme notifié va donc évaluer ces informations transmises par le fabricant avec une attention particulière qui sera accordée aux données cliniques issues des activités de surveillance après commercialisation, du suivi clinique après commercialisation et des rapports d'évaluation clinique actualisés. Il faut aussi préciser que l'organisme notifié devra utiliser les mêmes méthodes et principes pour la décision et de certification initiale, c'est-à-dire que un examen final sera effectué et une prise de décision selon les modalités que je vous ai présentées précédemment. Concernant donc maintenant les certificats de système de gestion de la qualité délivrés par l'organisme notifié, là, il n'y a pas de dispositions spécifiques qui sont mentionnées dans les règlements. Le fabricant doit maintenir et mettre à jour son système de gestion de la qualité et l'organisme notifié va évaluer les résultats des données scientifiques et cliniques ainsi que les informations après commercialisation et les données issues de la vigilance en lien avec les dispositifs couverts par le certificat. Il devra évaluer les résultats des audits de surveillance et des audits inopinés réalisés pendant la période de validité du certificat. Et il va évaluer aussi les résultats des évaluations de la documentation technique réalisées selon le programme d'échantillonnage. Et bien entendu, la recertification se fera selon les mêmes modalités que lors d'une certification initiale. Donc je vais laisser Béatrice conclure cette présentation. Merci Yann. Alors c'est une présentation un peu marathon, on va dire, parce qu'on a voulu couvrir l'ensemble des étapes du processus. Il y avait quelques informations importantes à capter sur les nouveautés et qui parfois semblent être un détail et puis qui, mine de rien, vont impacter de manière significative le fonctionnement de l'organisme notifié, le contrat avec les entreprises. Je vais juste prendre l'exemple de l'exigence de faire un audit de surveillance tous les 12 mois. Il faut bien comprendre que tous les 12 mois, ce n'est pas une fois par an. C'est vraiment tous les 12 mois. Ça ne peut pas être le 13e mois. Alors, c'est simple. Vous avez votre audit en janvier 2020. On devra faire l'audit de surveillance au plus tard en janvier 2021. On ne pourra pas le faire en février 2021. C'est une différence par rapport à aujourd'hui, où aujourd'hui, les audits peuvent dépasser cette fréquence de 12 mois. Voilà. Et ce que je voulais prendre cet exemple-là, parce que c'est plein de petits détails, comme ça, dans le règlement, qui vont conditionner, influencer et contraindre, je dirais, le processus de certification et le fonctionnement des organismes notifiés avec les entreprises. Donc, il faut réussir à en prendre connaissance, à les comprendre toutes ces petites nouveautés qui figurent de manière disséminée dans le règlement et dans les guides et dans les futurs guides et actes d'exécution qui vont paraître. Et il en sort, on ne va pas dire tous les jours, hein, mais le rythme en plus devrait s'accélérer. Et donc à chaque fois, je dirais d'assimiler et de digérer l'ensemble de ces exigences. Obligation de moyens, tout à fait, de la part de l'OM, dès lors qu'il s'engage à traiter votre demande, effectivement. Oui, tout à fait. Alors, ceci pour dire qu'une fois que l'on a pu comprendre et bien connaître l'ensemble de ces exigences et dispositions, eh bien,
Là, j'essaye de me mettre à votre place. Il va falloir définir cette stratégie, notamment une stratégie pour la transition entre la directive et les règlements, et faire des choix judicieux tenant compte de toutes ces nouveautés, tenant compte du contexte dans lequel l'ensemble des opérateurs se trouvent, y compris les organismes notifiés, de manière à ce que cette transition puisse se passer le mieux possible. Et bien évidemment, la troisième étape, c'est de planifier, organiser et réaliser suivant cette stratégie. Le point important, c'est bien évidemment de jouer cette partition ensemble et donc de pouvoir communiquer avec l'organisme notifié de manière à ce que la coordination et la planification puissent se faire le mieux possible. Et que effectivement les obligations de moyens puissent être anticipées par les deux parties dans un but commun, de réussir à passer cette période de transition le mieux possible. Voilà, je vous remercie. Merci Béatrice, merci Yann pour cette présentation très dense. Les mains se lèvent, donc on va prendre les premières questions. Si vous pouvez vous présenter. Oui. Marc Simondi, Proteos. Plusieurs petites questions pour l'édition d'un certificat annexe 9.1. Déjà, avec la remarque sur les 12 mois, comme il faut planifier, ça ne sera jamais dans les 12 mois, donc ça sera souvent 11 mois. Donc on va se décaler dans le temps de plus en plus, quoi. On n'aura jamais, enfin, on va forcément s'éloigner en plus de la date du certificat. Plus le temps va passer, plus on va s'éloigner. Donc une première question, c'est le cycle de certificat 9.1, est-ce que c'est 5 ans ou 3 ans? Est-ce que vous avez défini ça? Pardon, je peux parler là. Alors, en fait, le règlement indique que c'est maximum 5 ans. Donc ça, c'est la durée maximale d'un certificat. Et pour GMED, maximum 5 ans, c'est combien? Là, je n'ai pas compris la question. Non, mais est-ce qu'on reste sur 3 ans ou est-ce qu'on passe à 5 ans? Non, c'est maximum 5 ans. Donc, sur les certificats règlements, la disposition, c'est si on peut délivrer pour une période de 5 ans, on délivrera le certificat, annexe 9, chapitre 1 et 3, pour une période de 5 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ce qu'a expliqué Yann, c'est que dorénavant, cette période de 5 ans n'est pas systématique. Ce qui est dans l'usage, c'était aussi le cas sous directive, sauf que ce n'était pas écrit dans la directive. Là, ce qui est écrit dans le règlement, c'est que l'organisme notifié doit déterminer la durée de la certification en fonction d'un certain nombre de critères, etc. Ce qui peut nous amener à ne pas délivrer pour 5 ans le certificat de système qualité comme le certificat d'évaluation de la documentation technique ou d'examen UE de type. Et deuxième question, vous voulez en dépôt initial une partie du système qualité. Est-ce qu'il y aura un audit sur table hors documentation technique pour les audits de renouvellement, enfin sur site? Est-ce que ça sera connecté avec un audit des documents qualité que vous aurez reçus? Parce que vous voulez des documents qualité, est-ce que c'est pour les auditer avant l'audit ou préparer le plan d'audit ou Alors, ce qu'on va vous demander dans la demande, c'est ce qui est demandé dans l'annexe 9, contenu de la demande, etc. Donc, effectivement, dans la liste des documents, il y en a un certain nombre. Bien évidemment, on ne va pas faire un audit avant l'audit, pas proprement dit. Par contre, ces documents vont servir à l'équipe d'audit à préparer son plan d'audit et à préparer sa mission, ses questions, etc. Par contre, il y aura bien, lors de l'audit initial de certification, sur la base de ces documents, mais aussi sur la base de tous les autres, parce que vous n'allez pas nous envoyer tout le système qualité avant l'audit, c'est pas le but. Là, ce qu'il faudra nous envoyer, c'est vraiment le contenu de la demande tel qu'il est prévu dans l'annexe 9 et qui servira à la revue de la demande, à la recevabilité de la demande, c'est-à-dire que si le contenu n'est pas complet, on ne pourra pas aller à l'étape d'après. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question?
Oui, Denis Turanviel, DM-Expert. Moi, je voudrais, vous avez parlé de planifier la transition en douceur. Je voudrais justement, en fait, vous proposer une affirmation et que vous me disiez si cette affirmation est correcte. Je prends le cas des fabricants qui ont des certificats selon la directive qui expirent en 2020, 2021, 2022, 2023. Ils peuvent demander aujourd'hui que ces certificats soient reconduits jusqu'à l'échéance du 26 mai 2024, indépendamment de tout audit, à condition de le faire avant le 26 mai 2020, de façon à bénéficier de la durée maximale de la période de grâce. Est-ce que cette affirmation est correcte, oui ou non? Ça dépend. Je parle des certificats CE, on est bien d'accord. Hein. Oui, et c'est le sujet de la journée, on ne va pas parler des autres, qui ont d'ailleurs d'autres règles. Et voilà. Ça va dépendre de quel certificat CE vous parlez. En fait. J'ai sous les yeux le texte donc, de l'article 11, paragraphe 11 de la directive, qui dit « Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes 2, 3, 5 et 6 ont une validité maximale de 5 ans, donc ce n'est pas nouveau dans le règlement, c'était décrit dans la directive, oui, hein, oui, tout à fait. Et sont reconductibles sur demande introduite au moment convenu dans le contrat signé avec les deux parties. Donc, contrairement au règlement où on parle de recertification, dans la directive, on parlait de reconduction. En anglais, c'est can be, je ne sais plus. Voilà. Et en allemand, c'est Verlängerung, ce qui veut dire prolongation. Ils peuvent être prolongés. Donc, cette affirmation, ce n'est pas moi qui l'ai inventée. En fait, je la tiens de l'ancien directeur du comité de certification d'un des TÜV pour lequel j'ai travaillé, qui prend sa retraite dans quelques semaines. Donc, les organismes allemands, en fait, font cela en ce moment. Et ils font tous la même chose. Ah non. Voilà. C'est déjà, pour eux, légalement, ils ne peuvent plus le faire depuis le 26 novembre 2019. Et pour quelle raison? Parce que dans leur loi, il est prévu que c'est 6 mois avant qu'on peut demander une prolongation. Donc pour eux, c'est déjà... Donc ils l'ont fait avant. Ils l'ont fait avant, c'est trop tard. Et en France, on fait quoi? En France, on fait quoi? Alors, en France, on suit les dispositions avec lesquelles notre autorité compétente nous a désignés au titre des directives et on jongle avec ces dispositions. Dans le cadre de la certification de système de management de la qualité, il y a très peu de prescriptions sur les dispositions pour renouveler un certificat CE, ce qui nous a permis, je dirais, d'appliquer cette disposition sur toute la partie système de gestion de la qualité. Sur la partie examen de la conception ou examen CE de type, nous avons des dispositions sur lesquelles notre désignation au titre des directives est basée, auxquelles on ne peut pas, je dirais, s'écarter sans un bon aval de notre autorité compétente. Si bien qu'un renouvellement aujourd'hui d'examen de la conception ou d'examen du de type nécessite que nous fassions l'opération d'évaluation de renouvellement, à proprement parler, pour pouvoir renouveler ces certificats. Ce que l'on n'a pas fait sur la partie système qualité, où nous avons renouvelé sur une base de type reconduction, un processus de vérification d'un certain nombre de préalables qui nous ont permis de prolonger, comme vous dites, ces certificats jusqu'en 2024. Concrètement, donc, est-ce qu'on peut dire aux fabricants qu'ils ont encore jusqu'au 26 mai 2020, s'ils ont un certificat selon un système qualité, donc en clair annexe 2, annexe 5, pour annexe 2.3, enfin annexe 2 sauf le point 4 exactement, et annexe 5, pour demander à ce que leur certificat bénéficie de la période de grâce jusqu'au 26 mai 2024? Oui. Ça a été fait. Ça a été fait. Maintenant, c'est clos. Mais pourquoi c'est clos?
En fait, tous ceux à qui nous l'avons proposé, soit l'ont pris, soit l'ont refusé. Donc à un moment, voilà, quand on a fait le tour de tous nos clients, l'opération est terminée. Tous nos clients ont porté une réponse, soit oui, soit non. Certains clients n'ont pas souhaité, ont passé par cette voie. Donc voilà, on a fait la démarche. La démarche est faite. Le processus est terminé. D'accord. Parce que j'ai entendu personnellement très peu de publicité là-dessus d'aucun organisme notifié. Ah mais après, la position, je ne peux pas parler au nom des autres organismes notifiés, mais GEMED a pris des dispositions, c'est justement, ça fait partie des dispositions que GEMED a mises en œuvre de façon pragmatique pour faire face aux enjeux industriels. Donc, voilà. Ce dossier, il a été traité. Merci. Voilà. Merci. Une autre question ? Oui, s'il vous plaît, Yasmine Mouton. Oui, pour le DM. Laboratoire Pierre Fabre. J'ai une question, s'il vous plaît, par rapport au processus. Vous nous avez décrit qualitativement. Maintenant, j'aimerais avoir quelques objectifs mesurables en termes de délai de chacune de ces étapes-là pour un petit peu se projeter au niveau de nos plans, de nos programmes de lancement commerciaux. Jusqu'à présent, on avait un processus bien connu et bien identifié. On arrivait à mettre des délais dans un plan de développement avant lancement commercial et avoir une donnée d'entrée fiable. Est-ce que vous pourriez nous calibrer un petit peu? Vous avez bien décrit toutes ces étapes-là. Et j'aimerais pouvoir calibrer le timing de l'examen, la recevabilité. Je suppose que vous avez mis des objectifs mesurables derrière ce beau processus. Et j'ai une deuxième question en termes de clarification. Vous avez mentionné dans votre slide descriptif du processus que, c'était dans le slide 14, vous avez mentionné qu'il ne fallait, au moment de l'examen final, il fallait vérifier que l'ensemble des éléments nécessaires à la prise de décision soient disponibles. Mais surtout, vous aviez dit qu'il n'existe aucun cas de non-conformité auquel il n'a pas été remédié et qui empêche la délivrance du certificat. Sauf que l'information au fabricant arrive à la dernière étape de certification. Donc là, pour moi, il manque une interface avec le fabricant pour lui permettre de remédier à la non-conformité. Donc à quel moment on communique, l'évaluateur communique ses conclusions? Comment ça se passe? Ça, c'est quelque chose de nouveau. Bon, allez, j'y vais. Alors, le processus qui vous a été présenté n'est pas rentré, je dirais, dans le méandre de la communication et du circuit que vont faire les rapports d'audit ou les rapports d'évaluation. Mais cette phase contradictoire, effectivement, elle est bien prévue et elle ne change pas par rapport à celle que vous connaissez, par exemple, au travers des audits. C'est-à-dire, dès lors qu'il y a une non-conformité, cette non-conformité vous est communiquée avec une demande d'analyse des causes, de plans d'action, de correction et d'action corrective. Et c'est à l'issue de cette phase-là que se fait la revue finale et la prise de décision. Voilà, donc effectivement, ce n'est pas une précision qui est portée sur ces transparents, mais ces principes-là ne changent pas. Ce sont des principes, je dirais, qu'on applique dans tout processus de certification. Donc quand on est sur site, effectivement, on a l'évaluateur sur site avec l'audit sur table du dossier. On a cette interférence qui est en direct et il formalise la non-conformité qu'on approuve avant son départ. Et donc là, on a un temps effectivement de réponse à distance avant la soumission au CDL. Donc là, l'évaluateur à distance va nous faire part de ses conclusions et va nous adresser ses fiches de non-conformité. C'est ça ? Oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire que sur l'évaluation de la documentation technique, des fiches de non-conformité seront établies avec le même mécanisme que sur la partie audit que vous connaissez tous aujourd'hui, avec analyse des causes, correction et action corrective. C'est étrange qu'elle ne soit pas décrite dans votre processus parce que je pense que c'est une étape importante dans ces... Je suis tout à fait d'accord avec vous. On a fait un focus, on a voulu balayer l'ensemble du processus en 30 minutes. Bon, on a fait des choix. On n'est pas rentré dans cette étape-là qui est une étape en fait, qui ne change pas par rapport à celle qui est appliquée aujourd'hui dans le processus d'audit. Alors, pour répondre à votre première question, en fait, la partie timing, délai, planification est extrêmement variable suivant
la procédure d'évaluation sélectionnée, suivant la classe du dispositif médical, les différentes étapes que nous aurons à franchir et que vous aurez à franchir aussi. Voilà. Donc, elle ne peut pas être, je dirais, quantifiée de facto de cette manière-là. Bien sûr, il y a, je dirais, des délais qui sont spécifiés, par exemple, sur la réalisation des audits, des délais pour répondre aux fiches d'écart, etc. Tout cela va être, figurera dans le processus de certification de chaque organisme notifié, de même que les durées pour effectuer un audit, pour effectuer une évaluation de documentation technique. Par contre, tout ce qui est aspect planification, c'est là où, je vous dis, il est très très important de communiquer avec votre organisme notifié en amont, très très en amont de vos projets, de vos intentions, de manière à effectivement s'assurer que l'allocation de ressources pourra se faire par rapport, le mieux possible par rapport à vos souhaits et à vos contraintes de mise sur le marché. Merci. Nous avons encore du temps pour une dernière question. Bonjour, Natacha Miano, société Neurelec Auticon Médical. Donc on a bien eu les processus pour certification et renouvellement certificat. Est-ce que vous avez d'ores et déjà mis en place aussi un processus pour tout ce qui est modification substantielles, significatives qui arriveront après la certification initiale MDR? Alors, effectivement, et puis ça va arriver assez vite, parce que vous êtes tous très actifs de ce côté-là et introduisez des modifications régulièrement. C'est un peu le même principe. Les organismes notifiés, dès lors qu'un fabricant leur signale une modification de quelle que soit sa nature, que ce soit sur le produit, sur le système de management, sur une extension à de nouveaux produits par rapport à un scope déjà existant, doit définir les, le gap et les étapes à suivre pour pouvoir évaluer l'impact de ces modifications, soit statuer sur il n'y a rien à faire et vous pouvez les implémenter, soit vous faire part de il sera nécessaire de faire un audit, de faire une évaluation de documentation technique, de faire une revue documentaire, de faire un certain nombre de dispositions et à partir de là, rebelote, planifier, allouer les ressources. Donc même principe, le plus en amont, vous nous faites part de vos projets, le mieux on sera pour programmer et être en phase avec vous en termes de l'allocation des ressources nécessaires pour vous répondre à votre time to market. Par rapport aux éléments à fournir dans ce cas-là, il y aura un guide, comme vous savez aujourd'hui, un guide qui existe selon les directives. Est-ce qu'il est prévu un guide GMED? Alors, il est prévu, bien évidemment, de mettre à jour tous les guides existants aujourd'hui sous directive, sous forme règlement. Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que ce qui figure déjà dans les guides directives, si on prend l'exemple des modifications, vont être repris dans la partie règlement, en ajoutant, et puis bien évidemment en ajustant le vocabulaire par rapport aux différentes exigences du règlement.